Bonjour à vous voyageurs. Vous avez forcément entendu parler d'OVNI, qu'on appelle désormais des PAN, des phénomènes aériens non identifiés. Mais saviez-vous qu'il existe sur la planète des endroits connus pour être plus propices afin d'en observer? Eh bien écoutez, aujourd'hui, à la faveur de l'actualité et des fameux drones du New Jersey, nous allons parler de cela, ces fameux hotspots où on peut observer des ovnis, mais nous allons aussi parler de l'opération Bluebeam et du SO, c'est-à-dire des objets sous-marins non identifiés. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie des lieux mystérieux et j'enquête sur les mystères de notre monde. Alors si le sujet vous intéresse, vous savez quoi faire et c'est parti. Alors ça faisait très longtemps que je voulais vous parler des hotspots OVNI, c'est-à-dire ces endroits où on voit plus régulièrement qu'ailleurs des objets volants ou des phénomènes aériens non identifiés. On en avait déjà parlé dans la première saison de la Carte du Surnaturel à l'occasion des Lumières d'Esdalen, je vous laisse le lien ici, et on en avait reparlé à l'occasion de l'anomalie de la Baltique, le lien est aussi ici. Alors pour commencer, un hotspot c'est quoi ? C'est littéralement ce qu'on appelle un point chaud, ça c'est la traduction littérale, et ça veut dire que c'est un endroit où il se passe quelque chose. Là, on l'utilise dans le cadre des ovnis. Alors, on l'avait évoqué dans notre vidéo sur la forêt de Fontainebleau, que vous pouvez regarder ici. Aujourd'hui, on ne parle plus d'objets volants non identifiés, on parle de PAN, des phénomènes aériens non identifiés, tout simplement parce qu'en fait, d'après les définitions, ce ne sont pas forcément des choses qui volent, mais ce sont des choses aériennes. Cela peut être des fumées, des réflexions de lumière, voilà, des choses comme ça. Cependant, il va être difficile dans cette vidéo de nier que ce dont on parle dans le New Jersey ne vole pas, puisqu'en fait, tout le monde parle de drones. Ce sont donc bien des objets volants. L'endroit déjà dont on parle, le New Jersey, est un état du nord-est des États-Unis qui comprend plus de 200 km de côte maritime. Il comprend les banlieues ouest et sud de New York et est en bordure de la Pennsylvanie et du Delaware. Depuis la fin du mois d'octobre 2024, donc depuis bientôt 6 semaines en fait, de nombreux témoignages assez inquiets, en fait les gens s'en inquiètent, parlent de drones volant dans le ciel du New Jersey et on ne parle pas là de drones traditionnels. Certains témoignages disent qu'en fait ces drones sont parfois massifs comme des voitures. Et aujourd'hui, on n'a pas d'explication officielle sur ce que sont ces objets volants non identifiés. Et là, je ne vous parle pas de 2-3 vidéos, de montages en effets spéciaux, d'incidents isolés. Il y a des dizaines, voire des centaines de témoignages maintenant, vidéos à l'appui, qui montrent ces engins parcourant de nuit le ciel du New Jersey. Et ce phénomène est tellement important qu'en fait, ce dimanche 15 décembre, il y a quelques jours donc, le membre du Congrès américain et représentant du New Jersey, donc en fait c'est l'équivalent d'un député pour nous, qui s'appelle Chris Smith, a fait une conférence de presse en demandant aux autorités fédérales à la fois des explications sur ce phénomène, puisque lui, il a toute sa population locale qui vient lui demander qu'est-ce qui se passe, mais aussi pour que ces forces de police locales puissent intervenir lors de ces événements, à la fois pour enrayer le phénomène, mais aussi pour rassurer la population et faire revenir un semblant d'ordre sur place. Évidemment, nous sommes en 2024 et les réseaux sociaux donnent un impact énorme à ce genre de phénomène. C'est-à-dire qu'on a quasiment en direct les témoignages des gens, des dizaines de vidéos. On a aussi, j'ai trouvé une webcam en direct sur le New Jersey où les gens peuvent regarder ce qui se passe. Et tout ça, cela amplifie le phénomène, en tout cas au niveau médiatique. Et bien sûr, cela propage une forme de panique dans la population. On entend aussi immédiatement les réponses des politiciens à ce sujet, les différentes conférences de presse qui sont données et aussi les discussions au Congrès américain à ce sujet. Bien sûr, le si connu Donald Trump a parlé sur son réseau social, Truth Social, donc
réseau social de la vérité, Truth Social, en disant « mais shooter ces drones, ça suffit ». Mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'en 1987 a commencé la vague d'observation d'OVNI dans le Gulf Breeze, là, pas de réseaux sociaux, pas d'internet, pas de déclaration en direct. Et le Gulf Breeze est devenu un hotspot pour l'observation d'OVNI. Alors je vous avoue que c'est un des rares hotspots d'observation d'OVNI que j'ai enregistré dans ma carte du surnaturel. Tout commence le 11 novembre 1987 quand Ed Walters prend des photos d'un objet qui semble stationné dans le ciel devant chez lui. Il prend des photos en Polaroid. Et il explique qu'après avoir pris 5 photos, un rayon de couleur bleue l'aurait paralysé pendant quelques secondes, quelques minutes. L'objet en question qu'il était en train de prendre en photo, il le décrit comme stationné environ à 60 mètres du sol et, selon ses termes, tout droit sorti d'un film de Steven Spielberg. Ed en aura fait plus de 32 photos et même une vidéo. Mais son témoignage ne s'arrête pas là. Il affirme avoir vu une sorte de vaisseau-mère déposer 5 extraterrestres sur la route, qu'un de ces extraterrestres serait venu l'observer par la fenêtre de sa cuisine et aurait communiqué avec lui en anglais et en espagnol, ceci télépathiquement. Il dit que ce fameux laser bleu l'aurait même décollé du sol pendant quelques secondes le 2 décembre 1987. Son aventure continue en février de l'année suivante, donc en 88, puisque sa femme a été elle aussi victime du laser bleu. Elle perdit conscience pendant 1 heure après l'avoir pris à nouveau en photo et il dit avoir récupéré une sorte de liquide qui sortait du vaisseau et qui serait resté en ébullition pendant au moins 1 heure. Alors là, on est vraiment sur un cas classique de rencontre du 3e type. Alors, les rencontres du 3e type, cela correspond à une classification qui a été donnée par un certain Hynek, donc on appelle ça le système de classification de Hynek. Le premier type, c'est lorsqu'on voit un objet, un ovni, à moins de 150 mètres. Les rencontres du 2e type, c'est quand cet objet laisse des traces visibles au sol, notamment de son passage. Le 3e type, c'est ce que Ed Walters décrit, puisqu'en fait il y aurait une interaction avec les entités qui conduisent ce genre d'engin. Difficile de dire exactement là les bons termes. Et à cette classification de Hynek, on a rajouté par la suite les rencontres du 4e type qui seraient, selon certaines personnes, des fois où les gens auraient carrément été emmenés dans la navette spatiale, ou en tout cas dans l'OVNI, après avoir été en contact avec ces entités ou extraterrestres. Et comme dans beaucoup d'autres cas, dès que le témoignage d'Ed Walters a été relayé dans le journal The Sentinel, des dizaines de témoignages ont afflué venant quelque part confirmer ces dires. Plusieurs personnes parlent de formes de lumière orange, de lasers de couleur bleue et orange. Certains décrivent des vaisseaux ou des apparitions de formes oblongues ou ovales. Et il y a même 2 femmes de réputation notable qui sont apparemment témoins. L'une est membre du conseil de Gulf Breeze et l'autre est commissioner du comté. Et elles ont parlé de lumière au-dessus de leur maison. Alors cette histoire fut très longuement commentée, elle fut relayée par de nombreuses personnes et de nombreux médias bien évidemment, pour finir par être débunkée ou pas. Des années après, une petite maquette de quelque chose qui ressemblerait à ce fameux objet ayant été photographié par Ed Walters aurait été retrouvée par les nouveaux propriétaires de sa maison, cachée quelque part dans les doublures de ses murs ou de son sol. Et à partir de là, on a commencé à dire que, bien sûr, c'était un faux et qu'il avait photographié cette maquette pour faire ses fausses photos. Ed Walters, quant à lui, explique que oui, effectivement, un homme étrange était un jour passé dans sa maison et avait certainement déposé cette maquette.
Mais 10 ans plus tard, le Gulf Breeze a connu une sorte de renouveau de témoignages et là, on a vraiment commencé à en parler comme d'un hotspot Wi-Fi. Du coup, pas Wi-Fi. J'ai tellement l'habitude de dire hotspot Wi-Fi. On a commencé à en parler comme un hotspot d'OVNI, c'est-à-dire que de très nombreuses personnes, des sortes de touristes du paranormal, viennent au Gulf Breeze et dire voir des ovnis, des engins, des lumières dans le ciel. Bien sûr, c'était il y a bien longtemps quand les experts d'internet n'étaient pas encore là pour débunker les photos et les effets spéciaux, et surtout quand les tenants des théories alternatives n'étaient pas encore qualifiés de conspirationnistes par les rationalistes. Là où cette histoire vient rejoindre notre histoire d'aujourd'hui, donc les drones du New Jersey, c'est qu'en fait, la réputation du Gulf Breeze s'est faite autour du fait que ces apparitions seraient des USO. Alors les USO, je ne vais pas vous le prononcer là en anglais, ce sont des objets sous-marins non identifiés, et donc en fait, le Gulf Breeze serait connu pour ça. Les engins qui sont décrits sortiraient de l'eau. Et c'est exactement ce qui est décrit aujourd'hui dans le New Jersey. Alors, est-il possible que des bases extraterrestres ou peut-être terrestres et très anciennes existent sous l'eau? Eh bien, c'est ce qu'affirme l'auteur Martin Ettington. Lui, il dit qu'en fait, il y en a près de Malibu, en Californie, dans les îles Salomon et dans le Pacifique Sud. Alors si de telles bases existent, il pourrait être extrêmement difficile de les étudier. Pareil, ça on l'a vu dans la vidéo sur l'anomalie de la Baltique. Parfois, quand cela concerne des lieux sous-marins, les conditions d'étude peuvent être extrêmement difficiles. Mais tout cela, c'est dans le cas où on admet que ce sont vraiment des phénomènes aériens non identifiés, des ovnis. Et là, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, les témoignages dans le New Jersey sont tous unanimes, ils parlent de drones. Donc a priori, on est sur quelque chose qui serait identifié, voire identifiable. Alors, j'ai essayé de creuser un petit peu plus le sujet pour en savoir plus. Et pour cela, j'ai été sur le site Weird New Jersey, WeirdNG, donc en fait qui veut dire le New Jersey étrange ou l'étrange dans le New Jersey. J'adore ce site, c'est une équipe de 2 personnes qui étudient tous les lieux et phénomènes étranges du New Jersey. Leur site est très bien fait et ils n'étudient que cet état-là. En fait, ils font plein d'articles, ils ont plein de témoignages et c'est hyper intéressant. Et forcément, les 2 journalistes de WeirdNG, qui s'appellent Marc et Marc, ont fait un article concernant ces fameux drones du New Jersey et ils nous rapportent des témoignages de première main. Ils disent que ces véhicules restent stationnaires ou avancent très doucement en silence, que dès qu'ils sont vus, ils disparaissent rapidement et ce, avant d'avoir pu être pris en photo, qu'ils circulent de nuit, à des heures où la visibilité est assez faible, ce qui est en fait assez rare pour des engins de surveillance, puisque là, ce qui est un peu étrange, c'est que si c'était des engins de surveillance, on pourrait penser qu'ils cherchent à être discrets, donc à éteindre leur lumière, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils sont vus de nuit avec des lumières très flashantes, et en plus, si c'était des engins de surveillance, peut-être plutôt se baladeraient-ils de jour pour mieux voir. Alors, d'après les témoins, je l'avais déjà entendu et je l'ai lu à nouveau sur ce site, certains de ces engins seraient énormes comme des voitures, voire même, comme disent les Américains, comme des SUV. Donc c'est vraiment des très grosses voitures. Et puis, donc ils sont équipés de très grosses lumières, comme je vous l'ai dit, et que lorsqu'il y a plusieurs véhicules aériens, ils semblent se coordonner pour voler tous ensemble. Mais selon le site WeirdNG, le New Jersey n'est pas en reste quand il s'agit d'ovnis. Au moins 3 histoires notables y sont répertoriées. La première date de 1950 et concerne la fameuse histoire de Valiant Thor. Donc si vous êtes intéressé par l'ufologie ou en tout cas toutes ces histoires d'extraterrestres, vous connaissez forcément Valiant Thor, qui serait un homme venu de Vénus dans les années 50 pour venir nous dire à nous terriens d'arrêter de détruire notre Terre.
Et donc en fait l'histoire de Valiant Thor aurait été popularisée par une rencontre d'un homme du New Jersey avec Valiant Thor qui aurait atterri dans le New Jersey à côté d'un pont qui s'appelle le High Bridge, qui veut dire littéralement le pont haut, le haut pont. Donc ça, c'est la première histoire dans le New Jersey concernant les ovnis, les extraterrestres. Ce n'est pas la seule, il y a eu en 1966 un immense vaisseau qui fut aperçu au-dessus du réservoir de Vanake. Alors, ce réservoir de Vanake, c'est une forme d'énorme réservoir d'eau, c'est un peu comme un barrage, et il y aurait un énorme vaisseau qui aurait été vu là. Alors, il aurait été vu par le maire et son fils, donc le maire s'appelait Wolf, et puis il aurait été aussi vu par un autre membre du conseil, et enfin par le directeur de la défense civile de Vanake. Donc en fait, il y aurait aussi eu un énorme vaisseau qui se serait présenté dans le New Jersey, dans cet endroit spécifique de Vanake. Et puis plus récemment, en 1978, l'histoire raconte qu'un alien aurait été capturé et neutralisé par des membres de l'aviation militaire sur la base de l'Air Force McGuire, qui est aussi située dans l'État du New Jersey. Sachant tout ça, les habitants du coin ne seraient donc pas dupes. S'ils nous disent que c'est des drones, a priori ce sont des drones. Ils ont déjà eu leurs aventures d'ovnis, d'UFO, donc là ce qu'ils observent serait vraiment bien des drones. Le phénomène, je vous l'avoue, est assez fascinant. De très nombreuses personnes, des youtubeurs sont partis, se sont équipés et sont partis sur le terrain. J'en ai vu carrément qui documentaient leur recherche d'un appareil photo, d'une caméra capable de faire des vidéos d'assez bonne qualité pour pouvoir prendre en photo justement ces drones. Il y en a plein qui disent « je m'y rends demain, voici le point sur la situation », qui affluent là-bas. Je suppose que la police est complètement débordée s'ils n'en parlent pas, mais en tout cas j'ai vu des youtubeurs qui cherchaient à s'arrêter sur le bord de la route et qui se faisaient rapidement interpeller en leur disant « circulez, circulez, ne restez pas ici ». Il y a un nombre incalculable de vidéos qui sont sorties, dont certaines ont été débunkées, notamment celles où on voit quelqu'un qui potentiellement tirerait sur un drone. On voit des tirs de nuit, donc on voit les tirs lumineux qui partent vers un drone. Celle-ci a été débunkée. Il y a aussi des personnes qui disent qu'en fait leur propre drone, donc leur drone civil, leur drone de loisir, ne veulent pas décoller pour partir et observer à proximité ces fameux drones. Alors ces vidéos-là sont explicables dans le sens où il y a des zones où les drones n'ont tout simplement pas le droit de voler, puisque chaque drone est enregistré et il y a des zones spécifiques où ils n'ont pas le droit de décoller, et ils seraient dans des zones militaires ou sensibles liées à la présence d'un aéroport à côté, qui fait qu'en fait leurs drones civils enregistrés ne veulent pas décoller. Ce n'est pas un phénomène paranormal. Encore un autre témoignage disait « j'ai réussi à faire voler mon drone et dès qu'il s'est approché de l'autre drone, il s'est désactivé, sa batterie est descendue et il est revenu se mettre à son point d'origine ». Cela peut aussi être expliqué par ces restrictions. La seule chose, c'est que si restrictions il y a et que ces drones civils ne peuvent pas voler, qui sont les drones qui sont dans le ciel? Sont-ils autorisés ou pas? Et dans ces cas-là, que se passe-t-il? Il y a une autre histoire qui a été très médiatisée. Un drone aurait été en fait abattu par un autre drone de l'armée, serait donc tombé au sol. Le temps que les enquêteurs youtubeurs arrivent sur les lieux, l'endroit était encerclé par des dizaines de voitures de police, donc un assez gros dispositif. Il y a un hélicoptère de la télévision, puisqu'aux États-Unis, eh bien, ils filment tout depuis des hélicoptères, qui est passé au-dessus. Je ne peux pas confirmer que cela soit vraiment le tournage de ce qu'on a vu, puisque parfois ils peuvent prendre en fait des vidéos précédentes et dire voilà ce qui s'est passé hier, là où un drone était abattu. On voyait des dizaines de voitures de police convergeant vers un point sur une sorte de route ou de piste, avec
comme une tache d'eau au sol. Donc je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas ça fait grand bruit tellement que même la télévision s'en empare et cherche à faire du sensationnalisme autour de cet événement et du potentiel abattage, ou du fait en tout cas qu'ils ont réussi à toucher un de ces drones et le faire tomber au sol. Et moi là-dessus, je n'ai pas plus d'informations que ça, si ce n'est les dizaines de vidéos que vous pouvez voir et mon analyse pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, mais je vous assure que cette histoire est complètement folle. Et en fait, il faut aussi savoir qu'il y a une des résidences de Trump, une résidence d'été qui est située dans le New Jersey, puisque le New Jersey est donc, comme je vous l'ai expliqué, non loin de New York, ce qui fait que tout le monde se demande pourquoi il y aurait des drones qui passent au-dessus de la résidence du passé et futur président. Il y en a certains qui se demandent si c'est une menace, si c'est tout un système de contrôle qui est mis en place. Bref, qu'est-ce qui se passe? Hey, j'espère que vous appréciez la vidéo. Je vous prends une petite minute pour vous dire que sur mon espace Patreon, j'ai commencé à poster des news sur le surnaturel, c'est-à-dire un petit peu des choses qui sont du domaine de l'actualité, plus ou moins récentes. Parfois, je reviens un peu sur des news d'il y a quelques mois ou quelques années, mais en tout cas qui viennent éclairer les sujets étant ici les lieux surnaturels et étranges, mais autour de ces lieux, il y a toujours plein de faits, de choses, de faits historiques, de nouvelles légendes qui viennent se rajouter. C'est sur mon espace Patreon si vous avez envie de vous tenir au courant. Tout ça est disponible sans avoir de compte, et si vous souhaitez vous loguer sur Patreon, c'est très simple, vous le faites facilement avec votre compte Google, YouTube, la même chose, en un clic vous y accédez. Je poste aussi des vidéos sur les backstage de la chaîne, on a un chat où on peut discuter, vous pouvez partager, me donner vos idées, je poste de la musique qui est liée aussi à la chaîne et plein d'autres choses. Voilà, donc n'hésitez pas, venez sur Patreon. Je vous laisse. Et puis, ces apparitions ne sont pas limitées au New Jersey. En fait, il y en a plein. Il y a des témoignages et des vidéos qui montrent ces fameux drones à Houston, au Texas, à Sacramento, en Californie, à New York, donc juste à côté, à Dillsburg, en Pennsylvanie, mais il y en aurait aussi eu à Ramstein, en Allemagne donc, il y en aurait eu à Cordoba, en Argentine, et puis au Vietnam. Alors, il y a un youtubeur qui a fait une sorte de carte sur laquelle il a répertorié toutes les apparitions de ces drones, et il a remarqué que c'était toujours sur des côtes, en fait, donc sur des espaces maritimes en bord des pays concernés. Qui dit espace maritime dit que on reviendrait sur la théorie des USO, ces objets sous-marins non identifiés. Alors, lui le dit, de nombreuses personnes témoins le disent. Nous avons aussi un officiel qui a témoigné au Congrès en disant qu'il avait vu avec ses équipes des dizaines d'objets sortant de l'eau. Donc là, on est aussi sur un témoignage de première main de quelqu'un dit ayant une position d'autorité qui dit bien ces objets sortent de l'eau. Du coup, les théoriciens de l'explication extraterrestre se remettent à parler, disent nous ça fait très longtemps qu'on en parle, ces bases sont sous l'eau depuis au moins 100 ans. Et tandis que tout ce petit monde s'affole, l'État américain ne dit rien. Alors en fait, ils disent qu'ils savent ce que c'est, enfin ça c'est Trump qui dit les autorités savent parfaitement ce que c'est. En tout cas, les seuls communiqués officiels qui ont été faits ont été de dire il n'y a pas de danger, nous n'avons signalé aucun problème, tout va bien. Circuler, il n'y a rien à voir, comme d'habitude. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se demander si ce n'est pas une opération de PSYOP. Moi, je vous avoue que j'ai regardé des dizaines de vidéos sur le sujet pour essayer de comprendre. Je n'ai toujours pas très bien compris ce qu'il peut se passer d'un point de vue global. Je ne suis pas une spécialiste des phénomènes aériens non identifiés, encore moins des drones et encore moins de la sécurité aérienne américaine. Donc ça, je ne peux pas statuer là-dessus. Mais l'ensemble est vraiment assez étrange, à vrai dire. Les toutes dernières nouvelles sont quand même qu'il y a le gouverneur de New York qui a dit qu'un des aéroports était désormais fermé devant cette menace, et d'autres personnes, toujours des officiels, qui racontent maintenant que ces drones sont en train de
d'effrayer la population, de déverser du gaz ou quelque chose en tout cas sur le sol. Tout ça est vraiment très confus. Et devant cette confusion et l'énorme quantité de témoignages, la véracité du fait, il devient plus facile de penser que c'est l'État qui ment plutôt que la population qui témoigne de ces faits. Mais alors, pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'on est devant un cas de manipulation à grande échelle que les Américains appellent PSYOP. Donc en fait, ça s'écrit PSYOP, qui veut dire opération psychologique, une opération de PSYOP. Alors quand on commence à écouter ces personnes qui nous racontent que cela serait une manipulation à grande échelle, on retombe immédiatement sur les fameuses théories du projet Bluebeam. Alors attention, dans ce domaine, il y a deux choses qui peuvent être confondues. Il y a l'opération Blue Book qui a été menée et il y a le projet Bluebeam qui est une théorie conspirationniste ou alternative. Je vous explique d'abord ce qu'est l'opération Blue Book. Alors, l'opération Blue Book, en fait, c'est une vraie étude militaire qui a été menée de 1952 à 1969 et qui, en fait, visait à étudier tous les témoignages concernant des apparitions d'ovnis, de PAN, de phénomènes aériens non identifiés. C'est une véritable étude qui a été mise en place par l'US Air Force et à la fin de cette étude, après avoir étudié plus de 12 000 cas, l'US Air Force en a conclu qu'il ne restait que 3% de ces observations qui n'étaient pas expliquées et donc peut-être pas explicables, et donc ils ont dit à partir de là que c'était négligeable et que donc il n'y avait pas d'études sur les ovnis à grande échelle qui allaient être menées. Parce qu'en fait, le but de cette étude de l'US Air Force était quand même d'identifier, à savoir, si ces objets, s'ils existaient, constituaient une véritable menace pour l'espace aérien, mais en fait finalement pour tout le territoire des États-Unis. À savoir aussi si ces objets existaient, est-il possible de les récupérer et donc d'avoir des technologies supplémentaires, des technologies nouvelles, je dirais, je ne vais pas dire extraterrestres là, mais s'il y avait des objets de formes diverses et variées, en forme d'assiettes, de triangles, qui étaient capables de voler à très grande vitesse, de faire des angles droits, l'armée était intéressée pour les récupérer, qu'ils soient terrestres ou non. Donc ça, c'était pour l'opération Blue Book, une vraie opération qui a été menée. Et puis ensuite, il y a ce fameux projet Bluebeam, celui dont tout le monde parle dans le cas de ce que l'on voit actuellement. Alors le projet Bluebeam, c'est quelque chose d'imaginaire, c'est une forme de théorie qui a été mise en écrit par un certain Serge Monast. C'est une théorie du complot, mais qui, à la lumière des événements d'aujourd'hui, viendrait éclairer un petit peu différemment les éléments. Ce fameux Serge Monast a en fait présupposé la possibilité qu'il y ait une forme d'opération de PSYOP, donc de manipulation de masse, comprenant la mise en place d'une fausse invasion extraterrestre afin de manipuler la population. En fait, cet auteur est un journaliste canadien et c'est un théoricien. Il dit en fait que des événements ufologiques et divins seraient préparés par des groupes de pouvoir tels que le gouvernement des États-Unis ou la NASA, peut-être même par le CERN, bon bref, et qui viseraient le contrôle social à travers l'hystérie collective et l'incertitude afin d'établir un nouvel ordre mondial et remplacer toutes les religions par une religion unique. Ça, c'est la théorie projet Bluebeam. Là où ça devient intéressant, il y aurait plusieurs étapes dans ce projet. Bon, je ne vais pas toutes vous les décrire, en plus c'est une théorie du complot, donc là mon but ce n'est ni de vous convaincre, ni de chercher à vous mener sur les théories du complot, mais l'idée sous-jacente, c'est en fait que tous les témoignages des personnes concernées par les apparitions actuelles de drones, notamment au New Jersey,
toutes ces personnes pensent qu'en fait, cela pourrait ressembler à ce qui est décrit dans le projet Bluebeam. Pourquoi? Parce que dans le projet de Bluebeam, dans cette idée de projet Bluebeam de contrôle de la population, il y aurait toute une phase avec des hologrammes ou en tout cas des technologies pour faire apparaître des choses dans le ciel. Et l'idée serait de faire tellement peur aux gens qu'ils finiraient par accepter ce fameux nouvel ordre mondial avec une forme de religion unique, c'est-à-dire que on en viendrait à faire croire que ces extraterrestres seraient un seul dieu et demandant à tout le monde de s'y soumettre. Ceci étant une supercherie de l'état profond pour manipuler la population. Alors, cette idée d'une apparition dans le ciel ou extraterrestre qui pourrait concerner la population mondiale, en fait, elle n'est pas nouvelle. Même le président Reagan en parlait en 1987, puisqu'il a dit cette fameuse phrase « Peut-être avons-nous besoin d'une menace extérieure universelle pour nous faire reconnaître ce lien commun. » Il m'arrive de penser à la rapidité avec laquelle nos différences à travers le monde disparaîtraient si nous faisions face à une menace extraterrestre venue d'un autre monde. Donc ça, c'est le président Reagan, le 21 septembre 1987, lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Donc le fait qu'une forme d'invasion, d'apparition généralisée et on va dire avec cette idée que cela pourrait être extraterrestre, en dehors de la Terre, est donc dans l'air depuis assez longtemps, que cela soit dans les mots d'un président ou que cela soit sur des théoriciens du complot comme Monast. Et il est vrai que les Américains sont particulièrement portés sur ce genre de théorie du complot et que dès qu'il se passe quelque chose, ce spectre d'un état profond, d'une forme de gouvernement qui nous ment pour nous manipuler apparaît extrêmement vite. Mais c'est une vision très américaine de la chose. Nous avons parlé des lumières d'Esdalen en Norvège. Là, personne ne s'est excité à savoir si c'était une manipulation de l'État ou si c'était des extraterrestres. Ils savent juste qu'à un endroit très précis en Norvège, il y a des apparitions de lumière complètement inexpliquées ou en tout cas difficilement expliquées de nos jours. C'est donc une vision très américaine du phénomène. Mais on est quand même sur l'apparition d'objets volants très clairement visibles, a priori identifiés de tous, que la population, les journalistes, les politiciens, les forces locales en fait, et le fait que l'autorité fédérale des États-Unis ne donne pas d'explication est quelque chose d'extrêmement gênant dans ce cas-là, que cela soit extrêmement angoissant pour les Américains, mais aussi d'un point de vue international. Que se passe-t-il dans votre espace aérien finalement? Quels sont tous ces rapports, ces témoignages, ces vidéos que nous voyons? Et cela remonte un peu le fait que on ait du mal à faire confiance en nos gouvernements. Et ça, à mon avis, c'est un gros écueil à la fois moderne, bien que ça a dû se passer dans d'autres civilisations précédentes, mais c'est ce que cela éclaire dans ce phénomène. Et puis les opérations de PSYOP dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'est pas non plus un secret d'État. A priori, on sait que c'est mis en place, tant à un niveau capitaliste, puisqu'en fait il y a des opérations de manipulation de masse pour servir des intérêts commerciaux, capitalistes, et ça c'est un fait avéré, puisqu'en fait on pourrait dire que le marketing à grande échelle est une forme d'opération de PSYOP, mais et cela existe aussi au point de vue stratégique et militaire. Du coup, j'ai voulu en savoir plus et je suis tombée sur une super chaîne. En fait, le youtubeur s'appelle Chase Hughes. Il est expert comportemental spécialisé sur les PSYOP. Il en parle vraiment très bien. Et afin d'être constructif sur cette vidéo, j'avais envie de vous partager des sortes de conseils ou d'astuces qu'il donne pour identifier une opération de manipulation de masse de grande ampleur que j'ai trouvé absolument passionnant. Chase Hughes nous donne des conseils pour voir si une information serait une opération de PSYOP.
Le premier conseil qu'il nous donne serait d'analyser la source. Donc, est-ce que cette source est fiable? Et surtout, est-ce que cette source est habituée à faire du sensationnalisme, à donner toujours des gros titres très flûte-à-clic, pas dire le mot, mais est-ce que cette source est habituée à vouloir absolument vous interpeller? Et est-ce que cette histoire est faite pour vous faire réagir émotionnellement, c'est-à-dire est-ce qu'elle appuie un peu sur tous vos boutons émotionnels? Est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce qu'elle vous met en colère? Selon cet expert, si l'information que vous voyez correspond à ça, il faudrait commencer à se méfier. Le deuxième conseil qu'il donne, c'est d'analyser le contexte dans lequel l'information est donnée. Alors, on va regarder si cette information n'a pas pour but de nous distraire en fait de quelque chose d'important qui est en train de se passer. Et est-ce que cette information couvre toutes les autres, c'est-à-dire est-ce que tout le monde ne parle que de ça? Alors, à cette étape, on n'en est qu'au deuxième conseil, je suis sûre que tout comme moi, vous identifiez immédiatement des choses dont les médias français ont parlé et qui correspondent exactement à cela. Il est évident qu'en France, ce genre de choses est fait pour détourner notre attention sur certaines décisions gouvernementales. Je n'irai pas plus loin dans les explications, je ne suis pas là pour faire ce genre de débat politique, mais attendez de voir la suite. Troisième conseil, est-ce que tous les médias ont le même message? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, vous entendez les mêmes phrases, le même narratif répété à l'envi par tous les médias, qu'ils soient de là ou de là? Est-ce qu'ils disent tous la même chose? Si oui, c'est un point de veille important, parce que selon Chase Hughes, qui se présente donc comme un spécialiste militaire des opérations de PSYOP, ces opérations sont calibrées avec des phrases très très précises, des mots très précis qui sont employés pour décrire les phénomènes, les événements. Et quand tous les médias emploient exactement les mêmes phrases pour décrire exactement la même chose, c'est un point de veille important. Et cela pourrait dire que cela ressemble à une opération de PSYOP. Dans ce conseil aussi, il explique qu'en fait, les mots sont calibrés en quelque sorte pour entrer dans la tête des gens, comme quelque chose d'assez hypnotique finalement, et il parle aussi d'informations peu ou mal sourcées, c'est-à-dire qu'il y aurait des témoins anonymes par exemple, des sources non vérifiées, non vérifiables, et que dans ces cas-là, c'est vraiment très embêtant. Quatrième conseil, et vous allez à nouveau comprendre la pertinence de ce qu'il dit, est-ce que ces événements ont pour but ou vont permettre à court terme de passer des lois restrictives sur notre liberté? Est-ce que à la suite de cela, et pour ne pas faire de politique française, on va parler des États-Unis, à la suite de l'apparition dans le trône du New Jersey, est-il possible que l'État prenne des décisions et instaure des lois plus martiales, plus difficiles, plus dures sur la population? Si oui, cela pourrait ressembler à une opération de contrôle de la population à grande échelle. Cinquième et dernier conseil, qui moi personnellement est celui qui m'a le plus marqué, est-ce que cette information reste dans le temps? Il explique que les vraies informations cohabitent en général les unes entre elles, donc on entend normalement plusieurs informations différentes et les médias ne sont pas focalisés que sur une information, et surtout qu'en fait les vraies informations évoluent, c'est-à-dire qu'en fait il y a un premier début d'information, on ne sait pas grand-chose, le déroulement, enfin vous savez comme toutes ces enquêtes de police, le déroulement, on a trouvé quelque chose, ça y est, il y a une forme de conclusion ou en tout cas peut-être un débat, une enquête, un tribunal qui s'y met et puis on a la fin, puis on sait ce qui se passe à la fin. Il explique qu'en fait les opérations de PSYOP disparaîtraient tout doucement sans jamais plus que personne n'en entende rien. Oui, vous pensez à la même chose que moi, très bien. À la lumière de cela, pourquoi pas? Peut-être que cette histoire des drones aux États-Unis ressemble à une opération de manipulation médiatique. Dans quel but? J'en sais rien. Et là, moi, c'est pas mon rôle de savoir pourquoi. Mais je trouvais ces réflexions hyper intéressantes pour mettre en lumière parfois
les témoignages concernant quelque chose qui nous semble étrange, surnaturel, bizarre, paranormal, savoir comment cela a été couvert par les médias pour essayer de comprendre un peu dans quel cadre cela peut être intéressant, utilisé, utilisable et où cette information, au-delà d'être vraie, où peut-elle nous mener? Mais au final, au-delà de ce que dit ce monsieur qui se présente comme un spécialiste des opérations de PSYOP, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste du renseignement, qui est cette personne, mais en tout cas ses conseils étaient intéressants. Ce qui est sûr, c'est que si on l'écoute complètement, on finit par être enquêteur solo sur tous les événements qui se passent. C'est-à-dire qu'en fait, cela amène une certaine défiance par rapport aux médias mainstream dans certains cas, et cela amène tout un chacun à mener ses propres enquêtes et pourquoi pas à devenir un peu enquêteur de surnaturel finalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette chaîne, je rapporte rarement les grands messages donnés par les médias. Je couvre très rarement cette forme d'actualité, surtout quand elle prend une telle ampleur avec des ramifications potentiellement militaires et politiques que je ne gère pas, qui ne m'intéressent que peu finalement. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette histoire. Est-ce que cela peut être une opération de PSYOP, c'est-à-dire de manipulation médiatique à grande échelle? Si oui, pourquoi? Est-ce que les bases USO, donc d'objets sous-marins non identifiés, existent? Y en aurait-il dans l'océan? En avez-vous déjà entendu parler? Connaissez-vous d'autres hotspots pour les ovnis? Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe selon vous au niveau du gouvernement américain? Comment réagiriez-vous si cela arrivait en France? C'est tout pour ce sujet aujourd'hui. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Ciao! Et j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous si ça vous a intéressé. Allez, c'est parti! Elle roule seule sous le ciel sans fin, dans son camion chargé de dessins, des cartes anciennes, des mots effacés, cherchant la trace de mondes oubliés. Les collines désertes, les plaines